Bonjour, je suis Pierre Serry, je suis le patron des éditions Kotoji et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série Rendez-vous de la BD d'Asie. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un numéro spécial dédié à la revue, dédié à BD d'Asie. On va dire les revues de manga, on va dire, parce que la BD d'Asie, c'est vrai qu'on parle surtout de manga quand même, chez nous en tout cas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu deux articles ce mois-ci. L'un dans le Coyote Mag dédié au manhwa, dans lequel on parle quand même pas mal de nous. Et de l'autre côté, une double page dans Animeland avec une interview de moi, du coup, pour parler de la maison d'édition. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous de mettre un peu en avant cette presse spécialisée qui aide aussi à faire vivre ce marché du manga et le lecteur à se repérer dans tout ce qui sort. Alors, on va essayer d'avoir une approche un peu historique avec la première publication de manga en France, le Criquitu, parce que oui, on considère aujourd'hui que c'est la toute première publication de manga qu'on a eu en France. Revue qui date de 1978, créée par un japonais qui s'appelle Atos Takemoto, qui, si je ne me trompe pas, est un japonais qui vit toujours en France. Et j'aimais bien le sous-titre de cette revue qui s'appelle Honorable revue de bande dessinée exotique. Je trouvais le concept assez sympa. Et du coup, dans cette revue de bande dessinée, c'est la première fois qu'on a eu un manga très célèbre qui s'appelle Golgo 13. Pour ceux qui connaissent, tout le monde ne connaît pas Golgo 13, mais c'est dommage pour vous si vous ne connaissez pas Golgo 13. Je vous recommande, Glenarm avait sorti des. Je vais y arriver. Glenarm en avait sorti deux recueils voilà, qui étaient vraiment hyper intéressants. Petite histoire aussi d'Osamu Tezuka, donc voilà, vraiment pour dire que c'était vraiment un magazine pionnier, quoi, avec aussi, là je reconnais par exemple le trait de Yoshihiro Tatsumi, voilà, énorme auteur également japonais. Donc le Criquitu, voilà, c'est une revue qui était trimestrielle, qui n'a pas forcément duré hyper longtemps. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui. Aujourd'hui, c'est des objets un peu de collection hein, pour ceux qui aiment collectionner les vieilles choses, on va dire. Bon, le tome 1 est pas si rare que ça, parce que je crois qu'on arrive encore à en trouver sur des sites de commerce sur internet en occasion, bien sûr, mais je pense que les tomes suivants, les tomes suivants, les numéros suivants sont peut-être beaucoup plus difficiles à trouver, qui doivent valoir très très cher quand même pour certains. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'était la première revue dédiée au manga en France, clairement. On ne peut pas passer à côté du célèbre, désormais Animeland, qui a fêté cette année ses 25 ans. Là, je tiens entre les mains une reproduction en fait du premier exemplaire qui était sorti en 1991, du coup, par une bande de jeunes portés par Ivan Westlance, pour ceux qui connaissent, et qui du coup fait qui est qui était à la tête, on va dire, d'une bande de fans d'animation japonaise qui avaient envie qui avaient acquis un certain nombre de connaissances et avaient envie euh, de répandre leurs connaissances auprès du plus grand nombre, quoi. Donc, Animeland, au départ, c'était un fanzine tiré à 500 exemplaires, ce qui était beaucoup déjà pour un fanzine à l'époque. Et tout est parti très vite. Ils ont eu un petit réseau de distribution dans quelques librairies parisiennes qui s'est étendu. Et puis l'association Animeland a vendu quelques milliers d'exemplaires de leur fanzine. Et petit à petit, ils en sont arrivés à être distribués en kiosque. Ils ont dû devenir une société du coup. Enfin voilà. C'est une. Vraiment on va dire que c'est le magazine de référence qui continue aujourd'hui, malgré, et je pense que les différentes équipes d'animation ont connu ces dernières années la crise dans le secteur de la presse.
Voilà, on souhaite longue vie quand même encore à ce magazine. Et bon, il y a eu pas mal de formules un peu différentes. À un moment aussi, Animeland était devenu une revue de référence sur le milieu de l'animation de manière générale. Moi, je me rappelle, enfin, je veux dire, voilà, ce n'était pas uniquement l'animation japonaise, hein. Je me rappelle avoir lu à l'époque un article sur le cinéaste russe Alexander Petrov, hein, ouais, qui avait fait Le vieil homme et la mer en dessin animé. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, puisque du coup, à la fin, c'était devenu quand même c'est devenu vraiment aujourd'hui une revue dédiée au manga et à l'animation japonaise. Voilà, sachant que bon, j'ai pas toujours été fan de tout ce qui a été animé Land, puisque ils ont une des difficultés qu'ils ont, c'est de trouver le bon point d'équilibre pour faire des ventes suffisantes et être un magazine grand public et suffisamment pointu de temps en temps pour intéresser des gens comme moi. Et donc du coup c'est vrai que parfois j'étais un peu déçu quand il y avait marqué dossier sur des choses et que bon voilà, il y avait une demi-page de texte sur un dossier enquête. Bon voilà, c'est un juste équilibre à trouver, c'est pas évident, il y a des contraintes hein, pour aussi quand on crée ce genre de magazine. C'est pas si simple que ça, on est moins libre que sur le web, on est limité par un certain nombre de signes voilà, qu'on doit pouvoir utiliser sur une page, quoi. Donc voilà, c'est jamais évident. Moi, je suis assez content quand même de la nouvelle formule qui amène beaucoup plus de fond, je trouve, en tout cas que ces dernières années. Mais voilà, c'est pas un exercice évident. Bon, sachant qu'après, Animeland a développé d'autres magazines, du coup, alors notamment Animeland Extra, dont je ne suis pas vraiment un lecteur, puisque ça s'adresse plutôt à un public plus jeune. Et ils avaient sorti à une époque aussi ce magazine, Le Virus Manga, qui pour moi a été la référence vraiment du magazine manga en France, qui était une revue on va y arriver, qui ne parlait que de manga papier. Et ça vraiment c'était et on voit que les rédacteurs se sont fait plaisir sur cette revue puisqu'ils avaient plus de signes pour pouvoir faire des articles plus approfondis sur des sujets vraiment intéressants. Le premier était un dossier sur Urasawa, l'héritier de Tezuka. Voilà, donc il y avait vraiment de très bonnes analyses dedans. Les rédac chefs étaient Stéphane Ferrand qui jusqu'à encore pas longtemps était euh, le directeur éditorial des éditions Glénat Manga, ou encore Sébastien Langevin qui aujourd'hui est rédacteur en chef de la revue Canal BD Mag, hein, pour si vous avez des magasins Canal BD près de chez vous. Voilà, donc ça c'était vraiment la référence, ça n'a pas duré malheureusement, ça n'a pas réussi à toucher un public suffisamment large, c'était peut-être un peu trop pointu, mais bon, du coup c'était hyper satisfaisant pour des gens comme moi, peut-être moins pour le grand public. Du coup. Voilà, comme je vous expliquais, hein, c'est ce problème de trouver le bon équilibre entre le grand public et ceux qui veulent des choses un peu pointues. Ça, c'est date de 2004 quand même. On avait aussi, alors bon, autre exemple, ça parle pas de manga, mais voilà, d'autres spin-offs d'Animeland, donc Japan Lifestyle, par exemple, qui parle du lifestyle japonais, quoi. Voilà, qui est en train aussi de trouver une nouvelle formule aujourd'hui. D'autre part, l'autre revue de référence qui perdure encore aujourd'hui, c'est Coyote Mag. Coyote Mag, qui est une revue qui est très connue encore aujourd'hui, surtout pour ceux qui aiment les posters. Ça, c'est un vrai argument de vente pour eux, si vous aimez décorer vos chambres. Ça reste plutôt un public un peu plus jeune du coup. Hein, ils parlent de japanime, de manga, de musique, culture japonaise. Voilà. Donc c'est peut-être un magazine un peu plus grand public encore, un public peut-être tranche d'âge un petit peu plus jeune. Mais voilà, qui aussi arrive quand même à nous sortir des articles de fond hyper intéressants, assez pointus des fois, donc vraiment, c'est pareil, c'est une revue qui cherche à trouver un bon équilibre entre ce qui se vend et ce qui, je pense, peut beaucoup plus contenter ses rédacteurs, quoi. Donc voilà, ça c'est une
C'est un bon magazine, Coyote Mag, qui, voilà, qui perdure encore aussi également, malgré la crise de la presse. On a eu plusieurs tentatives aussi de revues de prépublication, hein, sur le modèle de ce qui se fait au Japon. Vous voyez ça par exemple, c'est une revue de prépublication japonaise. Bon, on n'a jamais eu ça nous en France, hein, des revues de manga avec pardon, des revues de manga avec une jeune fille aguicheuse en couverture. Non, on a plutôt alors quoique 18 francs à l'époque, en 1995, le magazine Yoko, je cache ce bout de 5 là, qui était une revue de publication de manga érotique, on va dire. C'était des doujinshi en fait qui publiaient. J'aimais bien le slogan nouveau coquin fripon. Voilà, donc je vais vous montrer un peu des exemples de ce qui. Alors, je vais essayer de trouver une page où il n'y a pas de sexe, voilà, mais des histoires d'amour adolescentes et qui finissaient forcément au lit ou en dehors du lit. Mais ce qui était intéressant aussi dans ce magazine, qui a duré quelques temps, mais pas si longtemps que ça non plus, il y avait, c'était les premiers mangas français en fait, qui étaient sortis dedans. Metro City 97, c'est un copain à nous, qui s'appelle Zeryu, qui continue à vivre de la bande dessinée, hein, qui a été auteur de Kenro Uzumano ou encore des chroniques d'un mangaka aujourd'hui, qui publie tout seul, avec le scénariste français Christophe Cazeneuve. Donc voilà, ça c'est un petit objet de collection aussi marrant que j'avais trouvé chez un bouquiniste perdu dans la campagne. Ce que je devais l'avoir quand j'étais plus jeune, mais j'ai dû balancer parce que c'était peut-être pas terrible d'avoir les couvertures avec les seins nus comme ça chez mes parents. Autre exemple aussi de prépublication, c'est la de 1998. Manga Player, Manga Player qui était aussi un éditeur à l'époque, et c'est l'équipe en fait donc Manga Player aussi, parce qu'à l'époque il y avait un magazine de jeux vidéo qui s'appelait Player One, qui était très connu. Et c'est cette équipe-là, en fait, portée par Pierre Valls et Alain Kahn, qui ne sont autres que les fondateurs de Pika Édition. Donc ça, on va dire que Manga Player, c'était les prémices, les prémices de Pika Édition à la fin des années 90. Et voilà, on avait quelques bonnes séries du coup de l'époque, hein, 3 fois Tries, Gunsmith 4 ou You're Under Arrest, donc voilà, qui étaient des titres assez connus à l'époque. En tout cas, on n'avait pas grand choix non plus à cette époque-là. Donc c'était voilà, tentative aussi de magazine pour la publication, ça n'a pas duré très longtemps. Manga Player n'a pas duré non plus hyper longtemps. Pika a pris le relais, puis Pika est devenu ce qui est devenu aujourd'hui le numéro 2 du marché en France. Autre exemple de tentative de prépublication, ce qui n'était pas inintéressante, c'était des humanoïdes associés sous la direction éditoriale de Guillaume d'Horizon, qui est connu aujourd'hui pour notamment être scénariste de bande dessinée, mais aussi présentateur sur la chaîne G1 du fameux Tokusho, pour ceux qui connaissent. Shogun Mag, en fait, qui était en gros partie du principe qu'on allait utiliser des process industriels japonais, à savoir prépublication dans la revue, vote sur le site web, pour avoir ensuite des publications reliées. Donc Shogun, c'était une revue qui peut-être arrivait un peu tôt, je pense. Les dessinateurs n'étaient pas encore prêts, voilà, pour suivre la cadence, avoir toujours la même qualité graphique qu'on pouvait espérer en tout cas. Mais bon, le regard du public aujourd'hui a changé, donc voilà, ça arrivait un peu tôt à son époque, mais peut-être que si eux n'avaient pas été là, on n'aurait pas ce grand boom là qu'on a aujourd'hui sur le manga français et ces beaux succès qu'on a. Donc il faut rendre hommage à ces pionniers quand même qui ont fait le boulot. Bon, c'est pas les premiers, hein, mais puisqu'on avait connu avant Pika Édition aussi, qui avait mais j'ai pas d'exemplaire aujourd'hui malheureusement, qui avait sorti la revue de prépublication aussi, qui devait s'appeler Shonen Mag de mémoire.
ou était prépublié à l'époque déjà Dreamland, qui continue encore aujourd'hui, ou encore le manga Dice du belge Monkey. Alors, pour la petite histoire, on trouve aussi dedans les premiers titres du studio Macma avec qui on travaille, notamment sur l'équipe Z, et Edmond Touriol qui avait signé le scénario de Zate Note, le premier manga sur les échecs. Voilà, mais c'était en pleine fureur Hikaru no Goro, donc voilà, donc c'était une tentative intéressante qui n'a pas très bien marché. Ils ont du coup essayé de se relancer en l'ensemble des nouvelles formules avec Shogun Shonen par exemple, où là ils ont décliné, enfin, choisi un format un peu plus petit, un papier de meilleure qualité, etc. Ça n'avait toujours pas pris malheureusement, et puis voilà, l'aventure des Humano avec le manga français s'est arrêté quelques mois après, si je ne me trompe pas. C'est là qu'on s'était dit quand même, est-ce que les revues de prépublication, il y a un marché en France? Ça n'avait pas pris, parce que ça n'avait pas pris avec Manga Player, ça n'avait pas pris avec Pika, ça n'avait pas pris avec les Humano. Et ben, on a Ankama quand même qui avait essayé quelques années après, en 2011, avec la revue qui s'appelle Akiba. Akiba qui était parti d'un concept un peu original, qui était de dire on associe des scénaristes français avec des dessinateurs japonais. On avait notamment un manga qui était dessiné par Shingo Araki, hein, qui n'était autre que Kara designer célèbre des Chevaliers du Zodiaque. Et malheureusement là encore ça n'a pas pris du tout. Je pense que le marché français n'était pas fait pour ça, ou peut-être que c'est arrivé à un moment aussi où les gens, où la presse spécialisée, enfin la presse de manière générale, ne marchait plus. Donc il y a peut-être, je sais pas, il y a eu, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas forcément pris. Alors peut-être parce que c'est un peu trop cher pour rapport au contenu que ça, je ne sais pas. Malheureusement, peut-être encore un business model qui est à revoir, mais voilà. D'autre part, je dirais qu'il y a d'autres revues, alors peut-être un peu plus sur d'autres modèles, hein. Par exemple, on a le canal BD Mag Manga, mais qui voilà, est une revue qui est portée par les libraires Canal BD, qui voilà, pas forcément beaucoup de contenu, mais qui est surtout là à titre informatif pour que les gens sachent ce qui sort dans cette marée de mangas qui sort tous les mois, et qui est distribué exclusivement du coup dans les librairies Canal BD, et enfin qui sert aussi aux librairies Album du coup, sauf que c'est pas la même couverture, mais voilà, le contenu est exactement le même. Voilà, donc ça c'est mettre en avant parfois certaines séries, donc voilà, c'est assez intéressant. Néanmoins, voilà, bon, c'est un gratuit, hein, donc ça se prend, ça se jette, mais ça mérite d'exister. D'autre part, on a des revues alors qui ne sont pas spécialisées dans le manga, mais qui sont plus généralistes, hein, comme DBD par exemple, magazine de la bande dessinée, mais qui est quand même surtout orienté franco-belge. On parle un petit peu de manga de temps en temps dedans. Voilà. On a aussi l'exemple de Zo de Mag qui est dans le même esprit. Alors, qui est un gratuit, hein, qui est tiré, si je ne me trompe pas, à 300 000 exemplaires. Je sais pas si encore tiré à 300 000 exemplaires, mais voilà. Donc, c'est un gros tirage, c'est un gratuit qui est distribué dans les Fnac un peu partout, en librairie. Spécialisé, et voilà, et au-delà et on parle de BD de manière générale, ça parle de comics mais aussi de manga, voilà, de temps en temps. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Excellente revue de bande dessinée, Kaboom. Je ne sais pas si Kaboom existe encore en fait, mais voilà, c'est un très bon magazine qui a vraiment du fond. La problématique, c'est que je pense que ça s'adresse quand même à un public plutôt très éduqué sur la bande dessinée, voilà, mais qui du coup est voilà, vraiment des très bons articles de fond qui, je pense qu'ils ont un bon réseau quand même, les gens qui sont à l'origine de Kaboom, parce qu'ils arrivent toujours à dégoter quand même des interviews d'auteurs très célèbres, voilà, ce qui en soi est pas toujours évident.
Alors sinon, autre exemple, on a des revues plus généralistes, hein, comme les Unrock, hein, qui font parfois des hors-séries qui peuvent être dédiés au manga, comme on a eu le cas sur Miyazaki par exemple. Ça c'est toujours bien, ça permet aussi de remettre au grand public sur le devant de la scène les auteurs japonais qu'on aime. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, Au-delà de ça, donc on a parlé uniquement de la presse papier. Il existe aussi, forcément, que vous devez connaître, des sites dédiés au manga sur Internet. Le leader, c'est Manga News, une équipe très dynamique avec des gens qui font ça depuis des années, qui sont issus aussi de la profession. Vraiment c'est voilà, c'est le site de référence aujourd'hui alors, la presse papier vit la crise de la de la presse papier et je pense que on va peut-être connaître bientôt une crise dans la presse numérique. Je ne sais pas, il y a on lit plein d'articles en ce moment sur la généralisation des adblockers, etc., du coup, qui sont et la pub étant la source de revenus de ces sites. Donc voilà, on va voir quel avenir auront ces sites, mais bon, pour le moment, c'est encore, voilà, ça a la chance d'exister. Euh, Moi, je sais que pour me renseigner sur les sorties, je vais toujours sur Manga News parce que la base de données est hyper bien référencée. Ça c'est très pratique pour moi en tant qu'éditeur. Au-delà de ça, on a on va dire, le numéro 2 du marché qui est Manga Sanctuary, hein, qui est aussi un acteur bien connu. Euh, D'autres émergent comme Manganime ou Mangamag qui est un peu plus dans l'esprit euh, un peu plus, enfin, s'adresse à un public un peu plus ciblé, on va dire, qui essaie de montrer les coulisses aussi du manga, un peu comme nous on fait dans nos vidéos. Euh, on a pas mal de podcasts qui existent aussi sur le manga. Bon, c'est des business models qu'on cherche encore à trouver, je pense, dans ce domaine-là. Et puis, alors, bon, il y a plein de blogs, il y a plein d'informations partout. Moi, à mon avis personnel, c'est quand même quand on a une vraie rédaction avec un vrai rédacteur en chef, etc., qu'on a une vraie ligne éditoriale, je pense que le contenu est un petit peu plus pertinent aussi que ce qu'on peut avoir sur des blogs ou des sites où l'information est moins régulière. Voilà, c'est toujours assez compliqué. Et en même temps, on se dit toujours, nous, on est un peu des vieux cons dans le domaine. Et parce que il faut aussi qu'on s'adapte à comment consomme notre public aujourd'hui. Et comment ils vont chercher l'information. C'est pour ça qu'aussi qu'on crée notre chaîne YouTube, hein, tout simplement. C'est aussi pour s'adresser à nos lecteurs par les moyens qu'ils utilisent aujourd'hui. Voilà, donc si on doit se remettre en cause là-dessus, donc voilà, quel avenir pour la presse papier? Une vraie interrogation. Au-delà de ça, alors juste pour conclure, une petite référence à un excellent bouquin qui est sorti chez Omake Books, qui s'appelle Big Bang Anime, qui est en fait des entretiens entre Gerson Bolut, hein, qui est à l'origine de ce livre, et Ivan West-Lawrence, du coup, qui est un peu le fondateur, enfin cofondateur, mais en tout cas le fondateur principal d'Animeland, donc du coup qui revient sur tout l'historique d'Animeland, quoi. Donc ça c'est un bouquin, c'est bien fait, j'aime bien voir aussi toutes les couvertures qu'il y a eu à l'époque, quoi. Ça c'est assez rigolo. Donc voilà, très bon bouquin, qui met les pieds dans le plat aussi, hein, vraiment sur les conflits qui a pu exister dans, voilà, dans cette revue également, avec les périodes difficiles, les bonnes périodes. Bon, c'est vraiment un livre très intéressant que je vous conseille fortement si vous vous intéressez à ce domaine-là. En tout cas, ça a été une mine d'informations pour moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour nous avoir suivis à nouveau dans cette vidéo. On espère que vous continuerez à nous regarder et on vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.